il y a 3 ans, on a créé un groupe de travail qui s'appelle Conservation communautaire des primates. Vous avez quelques informations sur le site internet de la SFDP. Et en gros, suite à ce groupe-là, en 2021, on a encadré une étudiante de Master 2 dans ce cadre-là, en fait. Je passe rapide, on connaît la situation et tout ça, mais nous, ce qui nous a intéressé, c'est la diversité des stratégies de conservation. Là, je parle que de in situ, hein, que in situ, voilà. Et c'est quoi son efficacité en fonction des stratégies. Et si on fait un truc très schématique, hein, je dis pas que c'est vrai, on pourrait voir un double gradient avec d'un côté des contraintes d'accès à une aire protégée très forte et des implications des populations locales très faibles, c'est le parc national, et de l'autre, ce qu'on pourrait appeler la conservation communautaire, avec des contraintes moins fortes, potentiellement, une implication des populations locales beaucoup plus importante. Mais ça, c'est très schématique, c'est évidemment un continuum, il y a plein de trucs très différents. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est quoi la conservation communautaire? Parce qu'en fait, c'est dans les recommandations internationales depuis plus de 30 ans maintenant, intégrer les populations locales, les savoirs, les pratiques, on le sait. C'est Johanna Setchell l'a rappelé hier très très bien. Mais il se trouve qu'il y a encore un énorme écart entre les discours internationaux et les pratiques de terrain dans beaucoup d'endroits, et que surtout le terme même de conservation communautaire, c'était un peu notre hypothèse de départ via nos expériences respectives, regroupe un peu tout et n'importe quoi. Et donc, il nous semble, autant un parc national, c'est à peu près toujours fait pareil. À peu près, on sait ce que c'est. Il peut y avoir des petites différences, mais conservation communautaire, il y en a qui vont dire ça pour juste de la compensation économique parce que des gorilles sont venus piller un champ, c'est communautaire parce qu'il y a eu des sous. C'est quand même très différent. Pardon, je crois que j'en parle après. Voilà, c'est quand même très différent. Et donc, si on regarde un peu dans la littérature les différentes définitions existantes, donc il y en a une, par exemple, qui va plutôt insister sur le fait que les populations humaines voisines sont des partenaires qui doivent avoir un retour économique pour avoir un mode de vie, disons, durable. Donc là, ça concerne en fait des questions de décentralisation de la gestion des ressources naturelles. On parle de gestion de ressources naturelles et d'avoir des objectifs à la fois environnementaux et socio-économiques. Ici, en fait, dans cette vision-là, l'aspect communautaire, c'est de dire il faut des sous, il faut du développement, il faut un retour. Mais une autre définition, celle de l'UICN en 2010, qui, elle, ne parle pas du tout d'économie. Le plus important, c'est volontairement protégé par des populations locales, en gros, quelles qu'elles soient, par des lois coutumières, des lois normales, je sais pas comment on dit, ou n'importe quel autre moyen. Et là, c'est beaucoup plus ouvert et surtout volontairement protégé. Et on ne parle pas d'économie. Et tout ça, ça s'appelle conservation communautaire. Donc en fait, l'idée de ce groupe de travail il y a 3 ans, c'est de se dire, bah, on va un peu défricher ce truc. C'est un peu compliqué, hein, on sait qu'on en a pour des années, voilà, on en est conscient, mais on a envie d'essayer. Surtout que communautaire, ça vient donc de communauté, on pourrait croire que c'est un groupe homogène, des membres qui partagent des valeurs, tout ça, tout ça. Évidemment non. Énormément de littérature en anthropologie ou en ethnographie ont montré que la notion même de communauté est extrêmement compliquée. Ce sont des unités sociopolitiques hétérogènes qui sont dynamiques dans le temps, qui a différentes échelles, donc voilà. Même quand on veut dire c'est les populations locales qui gèrent, mais c'est qui les populations locales? Et bien cette question, elle est très compliquée. Donc ça, c'est dont je parlais tout à l'heure, les diversités de projets qui se revendiquent conservation communautaire, ça va donc de la compensation simple à penser, gérer, initier par les populations locales, ce qui n'est absolument pas du tout pareil. Et notre objectif global, je ne dis pas qu'on va y arriver, mais on va essayer, c'est d'essayer de faire une typologie des projets de conservation communautaire en confrontant la théorie, donc les textes, Berks notamment, et enfin il y a plein d'auteurs qui écrivent là-dessus à partir de cas d'études et qui en sortent un peu des théories aussi, avec la pratique qui en est faite par des chercheurs, des conservationnistes, des ONG, donc de confronter, voilà, c'est ça l'idée globale. Pour potentiellement, dans longtemps, essayer de proposer une nouvelle typologie et de dire peut-être que conservation communautaire, il faudrait le distinguer en comme ci, comme ça, selon tel et tel et tel critère, ou en tout cas, quand on parle de ça, préciser notamment des questions de gouvernance, de tout ça. Donc ça, c'est le contexte du groupe de travail. On travaille là-dessus pour les primates à l'échelle mondiale. On n'en est pas, donc on y va petit à petit. Et là, le travail de Tessa, c'était une étude de cas sur la République démocratique du Congo. Pour commencer, au début, on était parti direct international pour un peu défricher des choses. Et maintenant, pour aller dans la finesse, on a commencé par un cas d'étude. La RDC, bon certes, moi j'y travaille depuis 10 ans, mais en plus on avait fait passer un questionnaire, il y avait une centaine de réponses, dont je ne sais plus combien de pourcents en Afrique centrale, et dont une bonne partie en RDC. Donc on s'est dit, bon, on va déjà un questionnaire pour faire des entretiens derrière.
Quelques mots sur la République démocratique du Congo, donc qui est en Afrique centrale, du point de vue de l'organisation de la conservation. Le plus important à retenir, c'est qu'en RDC, la conservation est sous la tutelle d'un organisme public, l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Il y a 3 types de forêts. Les forêts classées, dès que c'est une forêt classée, c'est l'ICCN qui gère, point, c'est centralisé et c'est comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que il y a 5 ans, il y a eu la validation finale, après 13 ans d'étapes juridiques, d'un truc qui favorisait les concessions forestières des communautés locales, qui existent déjà au Cameroun depuis 20 ans, qui existent dans d'autres endroits, qui sont aussi des recommandations UICN. Et c'est pour ça que la RDC nous a intéressés aussi. Donc bien sûr, c'est hotspot de biodiversité, de primates, ça d'accord, de forêt. Mais du point de vue de la conservation, on a à la fois un truc hyper centralisé, et récemment des changements juridiques pour essayer de promouvoir, pas pour la conservation, mais pour la gestion des forêts via les communautés locales. Donc ça, c'est pas forcément de la conservation. Donc les problématiques de TSA, c'était quelle place prennent les populations locales dans la conservation et quels enjeux y sont associés pour chacun des acteurs. Donc c'était un peu avec derrière un cadre théorique qu'on peut appeler political ecology à la fin. Donc c'était vraiment d'essayer de comprendre les jeux d'acteurs, les leviers et d'aller dans la finesse de comment fonctionne la conservation dans ce pays. Je ne vais pas du tout parler de primates, j'ai oublié de préciser, hein, c'est que de la conservation. Donc en 2019, on avait commencé à défricher de la méthodo, à préciser les objectifs. En 2020, on a fait un questionnaire qui avait juste pour but on essaie de faire une base de données, ah oui d'ailleurs je l'appelle, une base de données recensant tous les projets qui font de la conservation et qui pensent, même si c'est pas oui ou non, je veux dire qu'ils disent que oui, nous aussi on pense faire du truc communautaire, on essaye de faire une base de données qui regrouperait tout ça. Pour plein de raisons que je ne vais pas détailler là, c'est un peu compliqué, on en est déjà à 75 projets, je crois, recensés. Et donc ce questionnaire, c'était pour ça, et aussi pour essayer d'avoir des premiers liens pour faire des entretiens approfondis semi-directifs. Donc tout le travail que je vais présenter se base sur 23 entretiens semi-directifs en RDC, essentiellement des acteurs de terrain, des ONG locales, quelques bailleurs et quelques scientifiques. Et évidemment, de la littérature scientifique pour les cadres théoriques et les cas d'études, mais aussi beaucoup de littérature grise, des rapports, des stratégies nationales et les cadres juridiques. On a épluché, enfin TSA a fait, nous on l'avait fait pour d'autres pays, éplucher les lois, comprendre il y a quoi dans la loi, comment on parle de la conservation, où est le communautaire, où est la communauté, etc. Et à partir de tout ça, c'est faire une analyse de la place des populations locales dans les dynamiques de conservation et les enjeux associés. Ah, pardon, je gère le temps en même temps. 2 secondes. C'est bon? Okay. Donc, ça c'est un résultat. Vous pouvez peut-être considérer que c'est juste que j'ai pris un truc, mais c'est issu de ces analyses-là. Donc les retours d'expérience sur la conservation revendiquant l'implication des communautés. TSA elle a pu identifier en fait 3 grandes approches qu'elle a analysées en fonction de différentes caractéristiques. Tout d'abord une aire protégée classique, en quelque sorte, avec une stratégie de conservation communautaire. Donc là, la conservation, c'est comme une aire protégée classique, avec une zone cœur sans humain et puis une zone tampon. Et dans ces aires-là en RDC, la communauté, donc c'est à chaque fois intéressé, c'est qui la communauté, est définie plutôt par des critères géographiques, et donc c'est les bénéficiaires des actions menées. C'est ça la communauté, pour ce cas-là. Et la gouvernance, c'est ce qu'on appelle une gouvernance planner-centered, c'est-à-dire que les populations locales sont prises comme un levier permettant d'atteindre les objectifs de conservation. Donc voilà, on a des objectifs de conservation, et les humains localement sont pour nous un levier. Et donc là, vous avez des citations, le truc classique, en protégeant ceci, vous et nous allons gagner. Ou l'autre formule qui est fréquente, aidez-nous à vous aider. Il y a aussi les réserves communautaires qui sont beaucoup moins, je n'ai pas mis les N, pardon, mais qui sont beaucoup moins fréquentes en RDC. Il y en a 2 qui étaient créées, 2 en attente en 2014. À peu près pareil qu'une aire protégée classique. Mais ici, la communauté, c'est plutôt une communauté d'intérêt. C'est-à-dire des personnes qui ont mis en commun leurs terres et avec un rôle important de la coutume, entre guillemets, de la tradition, encore une fois, entre guillemets. Et là, la gouvernance se fait par des organes communautaires. C'est une gouvernance qu'on peut appeler people-centered, c'est-à-dire que les objectifs, ce n'est pas d'abord les objectifs de conservation, c'est des objectifs au même niveau conjoint, pensés par, à la limite, ce n'est pas toujours le cas, mais en tout cas, voilà, orientés par les populations humaines avec il n'y a pas le développement pour la conservation, non, c'est le développement et la conservation. Et enfin, donc c'était aussi notre hypothèse de départ, mais c'est effectivement vérifié, la foresterie communautaire a un rôle important dans ce cadre-là. Au départ, ce n'est pas du tout fait pour la conservation, c'est une vision utilitariste et multi-usage de la conservation.
par exemple, c'est voilà, dans les citations, les communautés locales se disent que leur forêt, c'est vraiment un supermarché. Ça, c'est un technicien d'une ONG qui parle de ça. Ici, la communauté, c'est une définition très malléable, difficile à établir. Et c'est encore une fois une gouvernance people-centered. Je dirais vite fait en discussion, on a un super site grâce à, je ne sais plus si c'est Rainforest UK ou Forest People Programme, enfin des ONG plutôt de plaidoyer, qui ont financé un truc pour toutes les CFCL de RDC, vous pouvez avoir une carte, cliquer en ligne et tout ça. Et je ne sais pas si c'est de mon point de vue un peu personnel, malheureusement, on pourrait dire, presque la moitié sont portés par le WWF. Donc après, c'est juste pour une ouverture, pour dire que c'est pas toujours si simple. Alors rapidement, une fois qu'on a fait cette catégorisation-là pour les RDC, qu'on comprend mieux en fait les différents acteurs, les différents modes de gouvernance, etc., elle s'est rendue compte, et ça, il y avait beaucoup d'informations sur la déstabilisation de l'ICCN. L'ICCN est un organisme public qui gère toute la conservation. La loi crée les foresteries communautaires qui n'est pas faite pour la conservation, mais qui peut être utilisée comme un moyen de faire de la conservation. Et donc l'ICCN commence à se dire, et nous, parce qu'en fait c'est nous la conservation, donc comment on va faire en fait pour garder notre rôle. Et donc, ce qui est en train de se faire, c'est de trouver une place pour l'ICCN pour que eux, quand même, ils aient quand même l'impression d'avoir un rôle dans le système et pour éviter la mise en confrontation. Est-ce que c'est la communauté la grande gagnante? En fait, Tessa a très bien montré ça et c'était important qu'elle en ait conscience et que vous aussi vous en ayez conscience. Je vais parler de 23 entretiens, sauf que les gens avec qui elle a parlé, c'était Covid, hein, donc elle n'a pas été en RDC. Que du WhatsApp, du Skype, du Zoom, des trucs comme ça avec la RDC, donc c'est pas si facile non plus en plus. Et c'est ce qu'on appelle, elle a essentiellement parlé avec ce qu'on appelle des courtiers locaux du développement, au sens de Olivier de Sardan, c'est-à-dire des personnes qui font le lien entre une communauté locale ou des communautés locales, entre guillemets, vraies, et des acteurs extérieurs. Et en fait, pour des acteurs extérieurs, mais même pour des chercheurs, hein, c'est pareil, à mon avis, de faire ce truc-là direct, c'est très compliqué, on passe forcément par un intermédiaire. Voilà, et donc ça, je pense qu'elle en est consciente et c'est important. Voilà. Donc je sais que c'était un peu, mais je voulais juste insister sur cette question de savoir ce que c'est la conservation communautaire. On a des outils pour l'étudier, l'analyser, et ça, c'est pas si évident à faire. Et je pense que c'est extrêmement important pour mieux saisir ce que c'est et prendre la conservation comme un objet de recherche et pas comme seulement une action. Voilà, merci pour votre attention. Merci.